On est plus en Amérique du Sud qu'ailleurs. William, un commentaire là-dessus? Oui, moi je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que dans certains quartiers de la République française, on apparaît comme des pays du tiers-monde, c'est-à-dire que ce sont les trafiquants de drogue, les caïds, les racailles qui gèrent le quartier, c'est-à-dire que c'est eux qui décident qui a le droit de vie ou de mort. C'est-à-dire maintenant, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des règles dans le système. C'est-à-dire qu'en fait, les bandes se tuaient uniquement entre elles. Il y avait des codes, c'est-à-dire qu'on ne touchait pas aux femmes âgées, on ne touchait pas aux jeunes. Et là maintenant, les codes ont disparu tout simplement parce que les barbares n'ont ni code, ni foi, ni loi. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que la République française n'intervient pas? On dit souvent que les trafiquants de... Oui, mais la question... Quoi d'autre? Quoi de plus? On dit que le trafic de drogue rapporte 5 milliards d'euros. Le PIB de la France, c'est quand même 2500 milliards d'euros. Donc 5 milliards d'euros, c'est quasiment rien pour le budget de l'État. C'est quasiment rien par rapport à de nombreux budgets et par rapport à tout ce que l'argent public gagne. Et donc par rapport au budget des trafiquants de drogue, on a quand même plus de moyens qu'eux. C'est-à-dire que la police a plus de moyens. On a les moyens juridiques, on a les moyens militaires, on a les moyens du GIGN, on a les moyens des forces armées. Et la question qu'on doit se poser, c'est où est la volonté politique et est-ce qu'on a une doctrine d'intervention qui permet d'intervenir en 3 étapes? Première étape, état d'urgence, on saisit les armes à feu, comme l'a fait François Hollande le week-end du 13 novembre 2015, 8000 armes à feu saisies en un week-end. Deuxième point, on fait un parquet spécialisé contre le trafic de drogue pour mettre des moyens spécialisés pour la justice, pour arrêter ces bâtards et pour aller les choper. Troisième point, ensuite, après, on les arrête et on les fout en prison avec un mandat d'exception, comme l'ont fait les Américains, avec des peines cumulables pour les peines qu'ils ont causées pour le trafic de drogue et pour les victimes collatérales. Comme ça, ils font en prison entre 100 et 150 ans et c'est plié, on les rembarque chez eux. L'émotion amène parfois quelques écarts de l'engagement. Les téléspectateurs ne vous en... Ça y est, William T. des émeutiers de juin dernier, vous êtes surpris? Pas vraiment, moi j'étais à peu près dans ces eaux-là, je me rappelle à peu près... Parce que quand j'ai grandi, j'ai joué au basket dans une cité, donc je vois à peu près quel est le profil. Et souvent, contrairement à ce qu'on dit, moi, on a souvent dit que c'était à cause de l'immigration. Mais le problème, c'est bien ce que dit ce rapport, ce sont des enfants qui sont français, mais d'origine immigrée de 2e ou 3e génération. Ça veut dire qu'il y a 2 sujets qui sont essentiels. Le premier, c'est-à-dire une partie des enfants de la République française ne partagent pas le même corpus commun que nous. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la même distinction entre le bien et le mal que nous. Il y en a qui pensent qu'à 12 ans ou 13 ans, c'est bien de sortir à 2 heures le soir dehors, de traîner, comme on le dit vulgairement, dans la rue et d'aller piller des magasins. Contrairement à ce qui a été dit pendant une semaine, ça n'a pas été suite au décès de Naël. Non. Le décès de Naël a été 8%. un motif... 8% uniquement. C'est-à-dire que le décès de Naël a été un motif pour certains pour aller piller, pour aller racketter et pour aller faire les courses traditionnellement. C'est souvent le cas lorsqu'il y a une victoire du Paris Saint-Germain, une compétition sportive, une victoire de certaines équipes du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, notamment à la CAN, ou notamment dans des compétitions de football. Et donc la question qui se pose sur l'ensemble de ces sujets, c'est quelle réponse a apporté par le président de la République. Le président de la République a souvent dit... La justice a fait son travail sur les émeutes. La justice a fait son travail pour une grande partie des personnes qui ont été condamnées. Elle a fait ce qu'elle doit faire dans tous les cas. Elle a fait ce qu'elle fait. Mais moi, je pense que le sujet essentiel, c'est est-ce que le président de la République a apporté une réponse globale sur la question des émeutes? Est-ce qu'on a parlé de politique d'éducation? Est-ce qu'on a parlé de reconquête des territoires perdus de la République? Est-ce qu'on a parlé du fait que 10 000 personnes minimum ont fait sécession avec les valeurs de la République française, potentiellement jusqu'à 50 000 et jusqu'à 100 000? Et toutes ces questions doivent être posées. Et moi, je pense qu'on a trop souvent transcendé et enjambé le sujet plutôt que de répondre à bras-le-corps. Et on fait la même erreur qu'en 2005. Cette violence du quotidien. On parle souvent du phénomène d'ultra-violence. Moi, je parle surtout de barbarisation. C'est-à-dire que les actes deviennent de plus en plus radicaux. Quand vous avez des altercations, à l'époque, elles étaient uniquement verbales. Et maintenant, tout de suite, les gens sont obligés d'en découdre aux mains, au cou, voire au coup de couteau. Malheureusement, parce qu'il leur a demandé de s'arrêter, hein, c'est ça, parce qu'il a fait une réflexion sur un rodéo. Hein. Exactement, mais ça arrivait à Philippe dans le Nord, à 62 ans, qui se fait tabasser par des jeunes. Ça arrivait souvent cet été. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a un phénomène de culture d'irresponsabilité avec ce que moi j'appelle des sangs chauds qui ont un cerf-volant, qui n'ont une culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne réfléchissent pas avant d'agir. Et c'est ça le véritable problème, parce que vous avez quand même dans le profil que vous avez décrit un militaire. Donc normalement, c'est quelqu'un qui est habitué au phénomène de discipline, d'ordre, de respect. Et là, autant le mineur, c'est très banal, autant un militaire, c'est pas normal. Réagir au quart de tour comme ça. Ça veut dire que l'émotion maintenant dépasse la loi. Or, c'est les propos qu'avait dit Christophe Castaner, qui avait dit que parfois l'émotion dépasse le cadre de la loi. Donc moi, je pense qu'il y a une culture d'irresponsabilité qui a été instituée dans la mesure où les actes que vous faites n'entraînent pas de conséquences. Et tant qu'on sera dans cette inversion des valeurs, tant que les actes n'entraîneront pas de conséquences, tant que les gens agiront avant de réfléchir, on continuera comme ça. Et je pense que c'est un phénomène de société à véritablement endiguer, à rééduquer pour emmener certaines personnes dans le droit chemin. Merci pour le contexte que nous connaissons depuis quelques années maintenant. C'est-à-dire que ce monsieur, malgré ce qui arrive aux gens qui peuvent menacer de mort des représentants de l'autorité, il y va quand même. Ouais. Et surtout, ça s'est passé après Samuel Paty. Ça veut dire qu'il y a Bien sûr, mais je ne l'ai pas dit, mais vous avez compris que ça veut dire que le décès de Samuel Paty n'a pas entraîné de conséquences. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de changement de doctrine. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, et certains se permettent encore de le faire. Moi, je vois 3 points en quelques mots. Le premier, c'est que c'est souvent plus les parents qui obligent les filles à le porter que les filles qui revendiquent de le porter elles-mêmes.
Donc ça, c'est quand même un point. On voit régulièrement beaucoup de parents qui sont revendicatifs sur le fait du droit à leur fille de porter l'abaya. Le deuxième point que je vois, c'est que on assiste toujours, malheureusement, dans les écoles à la doctrine pas de conflit, pas de vague et accommodement raisonnable. Et je pense que le point essentiel d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, au-delà des interdictions, au-delà des questions de principe, c'est de revenir sur cette doctrine de pas de conflit, pas de vague pour permettre aux chefs d'établissement, aux professeurs d'avoir l'autorité pleine et entière dans leur établissement, dans les classes, pour pouvoir assurer la transmission des savoirs et former des élèves républicains pour assurer la philosophie des Lumières. Approché par le Conseil d'État, je ne sais pas qui veut. Alors je vois William Fernand de la tête, allez-y. Non, on a donné des injonctions contradictoires aux stars de l'équipe de France de football. On leur a demandé d'être des modèles de société, de s'exprimer, parfois de ne pas s'exprimer. C'est compliqué. Quand vous avez entre 20 et 23 ans, vous n'êtes pas habitué de politique, d'exprimer sur tous les sujets. Moi, je pense par contre que si par cas les stars ont le droit de s'exprimer sur tous les sujets, les joueurs de l'équipe de France représentent l'équipe de France, donc doivent s'exprimer au nom de l'ensemble des Français et ils doivent respecter la position officielle du gouvernement français et donc du sélectionneur de l'équipe de France. Je pense que Didier Deschamps aurait dû demander à ces joueurs qui ne sont pas habitués forcément aux questions de laïcité parce que Koundé joue en Espagne et Konaté joue en Angleterre. Des joueurs français. Non, mais ça reste des joueurs français. Koundé, de mémoire, je crois qu'il est formé en France. Même si vous êtes formé en France, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec tous les sujets de laïcité. Il était à Bordeaux. Si on demande à l'ensemble de nos concitoyens de 18 à 23 ans de nous expliquer parfaitement le concept de laïcité, je pense qu'ils ne le savent pas. Mais par contre, le sélectionneur de l'équipe de France aurait dû les rappeler à l'ordre en leur disant que vous avez le droit de vous exprimer. Par contre, si vous exprimez contre une position officielle, vous n'êtes pas en mesure de représenter l'équipe nationale de football. Non, mais Macron, dans ses tactiques politiques depuis qu'il est arrivé à l'Élysée en termes de politique étrangère, a beaucoup tenté. Il a tenté de se réconcilier avec Vladimir Poutine en l'invitant au château de Versailles. Il avait tenté d'amadouer Donald Trump. Il a tenté beaucoup de choses. On peut lui reconnaître d'avoir tenté quelque chose. Le problème, c'est que constamment, depuis 2017, quasiment tout a échoué. Les relations avec les États-Unis sont au plus mal, dans la mesure où avec Donald Trump, ça n'a pas marché. Et avec Joe Biden, maintenant, c'est assez froid. Avec Poutine, maintenant, les liens diplomatiques sont rompus. Avec le Royaume-Uni, les liens diplomatiques sont rompus. Là où Emmanuel Macron passe en Europe, il se fait constamment... Ces initiatives européennes sont constamment conspuées, voire rejetées. Et en Afrique, on a perdu l'ensemble de nos positions, soit à travers des coups d'État, parce que nos pays alliés se sont fait renverser par des régimes putschistes, et maintenant c'est froissé avec le pays historiquement frère, qui est le Maroc, qui a toujours soutenu la République française. Il faut quand même rappeler que lorsqu'on a des problèmes à l'intérieur de nos situations, notamment sur les questions de voile, etc., on avait demandé au père de Mohamed VI, Hassan II, de nous aider sur l'ensemble de ces questions. Donc normalement, Hassan II, comme les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, nous aidaient traditionnellement à régler même nos problèmes internes. Là, maintenant, Emmanuel Macron s'est brouillé et on peut se poser la question... Est-ce qu'on peut dire que le fait de ne pas jouer le jeu, notamment sur les OQTF, comme l'a rappelé Johan, est une raison aussi valable pour la France de taper du poing sur la table? Non, mais vous pouvez taper du poing sur la table tout en utilisant des arguments diplomatiques différents. Moi, je ne pense pas que le Maroc nous reproche d'adopter une politique ferme en termes d'immigration. Eux-mêmes adoptent une politique ferme en termes d'immigration. Moi, je pense que ce qu'ils nous reprochent, c'est de les avoir trahis au profit de l'Algérie. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a gagné le même bénéfice au niveau de l'Algérie? Parce qu'on a les mêmes problèmes du côté F avec les Algériens, on a le même problème avec les accords d'Évian et le régime dérogatoire spécifique sur l'immigration. Et Emmanuel Macron, en final, a perdu sur les deux tableaux. On s'est froissé avec le Maroc sans pour autant améliorer les relations avec Alger et se pose la question de sa stratégie politique auquel, si on fait le bilan en termes de politique étrangère, malheureusement, c'est triste à dire, il a fait moins bien que Hollande dans la mesure où, dans les pays en fait, où la situation qu'il a récupérée, tous nos pays, il n'y a aucune situation qui est meilleure avant 2017 que maintenant 2023. William, je vous voyais acquiescer. Oui, non, moi je suis plutôt d'accord. Emmanuel Macron... C'est ça à peu près, c'est difficile en politique parce que Emmanuel Macron est vu par beaucoup de nos concitoyens comme menant une bonne politique étrangère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, lorsque vous prenez les enquêtes d'opinion sur l'élection présidentielle de 2002, qui disaient Emmanuel Macron mène une bonne politique internationale et représente bien la France à l'étranger, dans la mesure où il est jeune, on a une bonne image à l'étranger. Or, quand vous regardez en concret sur l'ensemble des relations qu'on mène avec l'ensemble des pays du globe, c'est une catastrophe intégrale. Et constamment, là où Emmanuel Macron essaie de sympa avec un pays, le pays nous marche constamment dessus. C'est-à-dire que vous avez cité l'exemple de l'Algérie, je crois que c'était Johan qui citait l'exemple de l'Algérie. L'Algérie, constamment, chaque fois qu'Emmanuel Macron mène une initiative en Algérie, en retour, il nous marche constamment dessus. Et là où Emmanuel Macron d'être sympa avec un pays, vous regardez, vous allez voir 1 mois ou 2 mois plus tard, le pays en question va lui marcher dessus. Et moi, je pense que c'est un véritable problème. Pardon, mais il y a un peu une guerre d'ego peut-être aussi parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Et à situation exceptionnelle, peut-être décision exceptionnelle. Peut-être que Mohamed VI peut s'asseoir l'espace de quelques jours sur le conflit qu'il a avec la présidence française et la diplomatie française pour venir en aide à des Marocains qui en ont besoin. Mais ça veut dire qu'il y a une équation personnelle, je pense, parce que toute cette initiative n'était pas nulle de base. C'est-à-dire que certaines idées, on s'est dit, c'est pas mauvais. Donc il y a une équation personnelle auquel certains chefs d'État ne peuvent pas supporter Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Mohamed VI préfère que son peuple
ne se guérissent pas plus vite, ne bénéficient pas d'une aide internationale, juste parce qu'il y a une aide internationale, mais pas de la France. Mais pas de la France. En tout cas, la France aurait donné le plus de moyens, davantage que les autres pays. Normalement, c'est ce qu'on aurait pu se dire. Et donc, ils préfèrent refuser cette aide uniquement dans son conflit personnel avec Emmanuel Macron. Et c'est là où on a un véritable problème. C'est-à-dire que normalement, traditionnellement, on dit qu'il y a une continuité de la politique étrangère. Par exemple, aux États-Unis, ils mènent une guerre contre la Chine, que ce soit Biden ou Trump, c'est la même politique étrangère qui est menée. Mais par contre, en France, il y a une discontinuité qui avait été menée, ce qu'on appelle la politique gaulo-mitterrandienne, qui a été interrompue de fait un peu par Emmanuel Macron, qui a marqué une rupture historique dans notre politique étrangère. On peut que faire ça mieux. Oui, j'imagine. C'est impensable. J'imagine ses proches qui doivent se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait. C'est une question que vous posez naturellement. Et ensuite, après, une fois que le récit a été fait, vous dites elle s'est retrouvée malheureusement au mauvais endroit. Et c'est triste à dire, mais on a l'impression qu'il y a trop souvent des personnes qui se retrouvent malheureusement au mauvais endroit en raison des victimes collatérales du trafic de drogue. Mais là, le problème, c'est qu'elle était au bon endroit, parce qu'elle est chez elle. Oui, mais elle est chez elle. Oui, mais balles qui traversent. Oui, mais maintenant, c'est-à-dire que l'ensemble des quartiers vont être touchés. Il y a beaucoup de villes de taille intermédiaire qui vont être touchées. Il y a beaucoup de villes de France périphérique qui vont être touchées. Il y a beaucoup de villes de communes urbaines qui vont être touchées. Moi, où je suis pas totalement d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est que en faire un lien entre le fait que Darmanin donne la consigne de pilonner les points de deal et qu'il y ait des victimes collatérales. Si par cas il y avait un lien logique entre le fait de pilonner des points de deal et des victimes collatérales, il y aurait des victimes collatérales de personnes qui travaillent pour le service public. Il y aurait des victimes collatérales devant les écoles, devant les commissariats. Or là, ce sont des personnes qui sont des victimes collatérales de règlements de compte entre trafiquants de drogue. Vraisemblablement, ça n'a rien à voir avec le démantèlement des points de deal. Exactement. Vous avez raison. Ça, c'est le premier point que je donne. Le deuxième point que moi je pense qui est essentiel, c'est qu'on a montré sur la baya, notamment lorsque la République est ferme, l'interdiction de la baya était respectée. On a montré également pendant les émeutes que lorsqu'on a envoyé le GIGN, le RAID, lors du 3e soir d'émeutes, les émeutes se sont calmées. Donc ce qui compte dans ces territoires perdus de la République, c'est la force républicaine, c'est la fermeté. Or, quand on envoie la CRS 8, oui, mais quand on envoie la CRS 8, quand il y a la CRS 8, en tout cas, il n'y a pas de mort le jour de la CRS 8. Il y a des morts quand la CRS 8 part. Donc ça veut dire que nous, le point essentiel, c'est d'envoyer la CRS 8, l'ensemble des GIGN, l'ensemble des troupes armées, non pas pour faire des assistantes sociales et pour maintenir l'ordre, c'est récupérer le contrôle des territoires, saisir les armes à feu pour éviter les tueries de masse. Il faut quand même rappeler que les armes à feu sont interdites en France et donc du coup, les pouvoirs de police et les pouvoirs de justice sont en capacité de les saisir si par cas elles souhaitent le faire. Alors,